Pour nos 15 ans de mariage, ma sœur annonce être enceinte de mon mari, s'attendant à ce que je m'effondre. J'ai levé mon verre et révélé une vérité médicale qui a fait exploser leur monde en morceaux. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon nom est Chloé. À 42 ans, j'avais ce que l'on appelle une vie parfaite. Du moins, sur le papier glacé que je m'étais appliqué à créer, une façade impeccable pour le monde extérieur. Mon cabinet d'architecture, que j'avais fondé seul 10 ans plus tôt, était devenu une référence, mes projets s'étalaient en double page dans les magazines de design les plus prestigieux. Mon appartement, un havre de paix minimaliste surplombant la cime des arbres du jardin du Luxembourg, était le reflet matériel de cette réussite, ordonné, élégant, absolument maîtrisé. Chaque objet avait sa place, chaque ligne était pure, chaque couleur était une nuance de gris ou de blanc. Une forteresse de bon goût et de contrôle érigée contre le chaos du monde. Ce soir-là, l'air de l'appartement semblait particulièrement immobile, chargé d'une attente silencieuse. Je finalisais les derniers détails de la réception pour nos 15 ans de mariage. 15 ans. Le chiffre résonnait étrangement dans mon esprit, comme un écho dans une pièce trop grande et trop vide. La fête aurait lieu au ciel de Paris, au sommet de la tour Montparnasse. Une extravagance, certes, un peu ostentatoire à mon goût, mais Julien y tenait absolument. Il faut célébrer notre réussite, Chloé, la montrer, la faire admirer, avait-il insisté, avec ce sourire charmeur qui, autrefois, faisait fondre toutes mes réserves. Aujourd'hui, je constatais qu'il ne faisait que les contourner, comme un cours d'eau évite un rocher trop solide. Justement, la porte d'entrée s'ouvrit doucement, sans un bruit. Julien. 45 ans, un charisme intact, le cheveu poivre et sel savamment coiffé et une écharpe en cachemire négligemment jetée sur son costume impeccable. Il était courtier en art, un métier qui lui allait comme un gant, un métier fait de belles paroles, de promesses éthérées et d'une connaissance intime des vanités humaines. Désolé pour le retard, mon amour, un vernissage qui s'est éternisé. Tu connais l'artiste, il est impossible de s'éclipser quand il commence à parler de son œuvre. Je hochai la tête, sans lever les yeux du plan de table où je déplaçais des cartons portant les noms de nos invités. L'excuse était plausible, comme toujours. Je me souvenais de notre rencontre, il y a presque 20 ans. J'étais une jeune architecte, fraîchement diplômée, obsédée par les angles droits, les plans clairs et la fonctionnalité. Il était l'artiste passionné, le poète qui m'avait promis de mettre de la couleur et du désordre dans ma vie trop bien rangée. Ou du moins, c'est l'histoire que je m'étais racontée pour justifier l'attirance que j'éprouvais pour cet homme si différent de moi. Plus tôt dans la journée, une conversation avec ma mère, Sylvie, m'avait laissé un goût amer. Elle s'était longuement enquise de la fête, de la liste des invités, du menu, avec une insistance qui dépassait la simple curiosité maternelle. Il est crucial de maintenir notre standing, Chloé. L'image de la famille est primordiale. Tu comprends, n'est-ce pas? J'entendais ce qui n'était pas dit. Mon succès était le leur. Mon argent était le ciment qui maintenait la façade de respectabilité de notre famille. Elle avait ensuite glissé, comme à son habitude, que ma sœur cadette, Manon, avait encore besoin d'un petit coup de pouce, pour sa dernière galerie d'art éphémère. Manon, la créative, l'instable, l'éternel enfant chéri qui vivait de mes subsides depuis des années, sous le prétexte de poursuivre une carrière artistique qui ne décollait jamais. La vraie tension, cependant, celle qui tendait mes nerfs comme des cordes de violon, était née d'un incident plus concret. La semaine précédente, lors d'une réunion avec notre comptable pour le bilan annuel de notre société commune, Architecture et Art Invest, une société que j'avais financée à 90% avec un héritage de mes grands-parents, j'avais remarqué une sortie de fonds inhabituelle. Un virement de 500 000 €. Une somme colossale. Quand j'avais demandé des explications à Julien, il avait balayé ma question d'un revers de main. Une acquisition pour un client très discret, mon amour. Un investissement artistique complexe, tu n'as pas besoin de te soucier de ces détails. Son ton était léger, presque condescendant. Pour la première fois de notre vie commune, sa désinvolture ne m'avait pas rassuré. Elle m'avait alerté.
C'était un fil qui dépassait du tissage parfait de notre vie. Et je ne pouvais m'empêcher de vouloir tirer dessus. En passant dans le couloir pour aller chercher un stylo, mon regard fut attiré par la porte de la chambre d'amis. La chambre qui aurait dû être celle d'un enfant. Après des années d'essais, de traitements, d'espoirs déçus, nous avions abandonné. Ou plutôt, j'avais abandonné, épuisé physiquement et moralement. Julien, lui, avait simplement cessé d'en parler, comme si le sujet s'était évaporé avec mes larmes. Je m'arrêtai devant le grand miroir du salon, une œuvre d'un designer italien que Julien avait choisi. Je me forçai à sourire. Cette fête, me disais-je, était la célébration de tout ce que nous avions construit. Mais la petite voix qui s'était éveillée en moi depuis la découverte de ce virement me posa une question glaciale, une question qui fissurait l'image parfaite dans le miroir. Qu'avez-vous vraiment construit, Chloé? Et avec l'argent de qui? La suspicion est un poison lent, insidieux. Une fois instillée, elle se propage dans chaque veine, teinte chaque pensée d'une couleur sombre et amère. Le virement de 500 000 € était devenu une obsession silencieuse. L'explication de Julien était trop vague, trop facile. Un homme qui gère un investissement d'une telle ampleur, surtout avec l'argent de sa femme, ne le qualifie pas de « détail ». Il fournit des documents, des preuves, des noms. Son absence de transparence était, en soi, une réponse. Poussé par cette intuition tenace, qui s'était transformée en une angoisse sourde, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, des recherches. Méthodiquement, la nuit, quand Julien dormait d'un sommeil que je lui enviais. Je n'étais plus une épouse inquiète fouillant dans les poches de son mari. J'étais une associée en affaires protégeant ses intérêts, une architecte examinant les fondations d'un bâtiment qui menaçait de s'effondrer. J'ai passé une nuit entière dans mon bureau, prétextant une urgence sur un projet pour un client japonais. J'ai examiné les relevés de notre société commune, les factures, les correspondances professionnelles. Je cherchais une trace de cet investissement artistique. Je n'ai rien trouvé. Pas une facture, pas un contrat, pas un email d'un client ou d'une galerie. Le trou de 500 000 € était béant, silencieux, une anomalie comptable qui criait la fraude. C'est là que j'ai décidé de regarder dans notre cloud familial partagé, cet espace numérique où nous stockions nos vies en photos, nos souvenirs en vidéo et nos secrets en documents. Je n'y allais pas au hasard. Je cherchais des documents liés à des galeries d'art, à des collectionneurs, n'importe quoi qui pourrait corroborer l'histoire de Julien. Et c'est là que je l'ai vu. Un dossier mal nommé, presque incongru au milieu des albums, Vacances en Toscane et Noël 2022. Il s'appelait simplement Projet V. La lettre V comme vengeance? Ou victoire? La curiosité, ou peut-être un instinct de survie, m'a poussé à cliquer. Le dossier ne contenait qu'un seul fichier. Un email. Envoyé par ma sœur, Manon, à mon mari, Julien. L'objet était d'une simplicité terrifiante, comme l'épitaphe de ma vie d'avant, notre plan final. Mon sang se glaça. Je sentis le froid remonter de mes pieds jusqu'à ma nuque. Le sol sembla se dérober sous mes pieds, mais je restai assise, droite sur ma chaise, mes mains posées à plat sur le bureau pour m'ancrer dans la réalité. Ma main ne tremblait pas quand j'ai double-cliqué pour ouvrir le message. Le contenu était pire que tout ce que mon esprit torturé aurait pu imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de la confirmation de leur liaison, qui durait depuis près de 2 ans, mais de la mise à nu d'un complot, d'une conspiration. Une stratégie, détaillée avec une cruauté désinvolte, pour me détruire et me dépouiller. Manon écrivait, « Le timing pour la fête des 15 ans est parfait. Quand j'annoncerai ma grossesse devant tout le monde, elle sera tellement anéantie publiquement qu'elle signera n'importe quoi. Le divorce sera rapide et on gardera tout. Elle a toujours été faible, elle ne se battra jamais. C'est le moment de prendre ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit. » Ces quelques mots résonnèrent dans le silence de mon bureau comme un coup de feu. Mon argent. Mon travail. Mon appartement. Ma vie. Ils considéraient tout cela comme leur dû. La liaison n'était qu'un détail sordide, une arme dans leur arsenal. Le véritable crime était cette conspiration froide, calculatrice. Le virement de 500 000 € n'était pas un investissement artistique. C'était la première étape de leur plan de spoliation, le financement de leur nouvelle vie avec mon argent. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas pleuré. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité, l'écran de l'ordinateur illuminant mon visage de sa lumière blanche et crue. Le choc initial fit place à une clarté glaciale. Chaque mensonge, chaque regard fuyant de Julien, chaque demande d'argent de Manon, chaque compliment empoisonné de ma mère sur ma générosité, tout s'emboîtait parfaitement. J'étais la vache à lait, la figure stable et prévisible qu'on pouvait exploiter sans crainte, parce que Chloé ne se bat jamais. Ils avaient raison sur un point. La Chloé qu'ils connaissaient ne se battait jamais. Mais cette Chloé venait de mourir, assassinée par un email. Lentement, je fermai l'ordinateur. Je me levai, traversai l'appartement silencieux et me servis un verre d'eau. Mon reflet dans la baie vitrée me montra une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Les traits étaient les mêmes, mais le regard avait changé. Le chagrin s'était cristallisé en une rage pure, une force froide et dense. Je suis retourné à mon bureau. J'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur personnel, un dossier crypté, protégé par un mot de passe complexe. Je l'ai nommé « Projet Renaissance ». Ce ne serait pas leur victoire. Ce serait ma renaissance. Ils voulaient une guerre. Ils allaient la voir. Mais je n'allais pas me battre sur leur terrain, avec des larmes et des cris. J'allais construire leur bûcher avec la précision d'un architecte, brique par brique, preuve par preuve. Et j'allais l'allumer moi-même, au moment de mon choix, pour que la lumière de l'incendie éclaire leur trahison aux yeux de tous. Pour comprendre la véritable dimension de leur cruauté, pour saisir la perversité de leur plan, il faut remonter 2 ans en arrière. 2 ans avant le projet Renaissance, avant la rage froide qui m'animait désormais. À cette époque, il n'y avait que le désespoir, un désespoir silencieux et tenace qui avait pris racine en moi. Le désir d'un enfant était devenu le centre de mon univers, un trou noir qui absorbait toute ma lumière, toute mon énergie, toute ma joie de vivre. Après des années d'essais infructueux, j'avais finalement convaincu Julien que nous devions chercher de l'aide médicale. Chaque rendez-vous était une épreuve. Les salles d'attente aseptisées, peintes dans des tons pastels censés apaiser, les regards pleins de pitié des autres couples, le jargon médical qui sonnait comme une sentence à chaque consultation. Ma mère, Sylvie, n'aidait pas alors cet héritier? Une femme s'accomplit dans la maternité, Chloé. Ta carrière, c'est bien joli, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, me disait-elle au téléphone, sa voix mielleuse cachant à peine le reproche. Pour elle, ma réussite professionnelle n'était qu'une distraction en attendant que j'accomplisse mon vrai rôle biologique. Julien, lui, jouait le rôle du mari parfait, du roc sur lequel je pouvais m'appuyer. Il me tenait la main, me disait que nous étions une équipe, que nous allions surmonter ça ensemble. Mais je sentais sa distance, une sorte de lassitude polie. Il était présent physiquement, mais son esprit était ailleurs. Finalement, le moment est venu où les médecins, après une batterie de tests sur moi, ont été clairs, il fallait que Julien fasse un spermogramme. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Il avait insisté pour y aller seul. C'est une question de fierté masculine, mon amour. Je dois affronter ça comme un homme, avait-il déclaré avec un air faussement courageux, comme s'il partait à la guerre. Il s'était rendu dans une clinique très chic de Neuilly-sur-Seine, un établissement réputé pour sa discrétion et ses tarifs exorbitants. Il est rentré tard ce soir-là. Son visage était sombre, ses épaules affaissées. Mon cœur s'est serré. Il m'a prise dans ses bras, avant même que j'aie pu poser une question. Il a enfoui son visage dans mon cou et j'ai senti ses épaules tressauter. J'ai cru qu'il pleurait. J'ai senti une vague de compassion pour lui, pour nous. Les résultats sont tombés, a-t-il murmuré, sa voix étranglée par une émotion que j'ai prise pour du chagrin. Je suis désolée, Chloé. Tellement désolée. Je l'ai serré plus fort, mon propre corps se préparant à recevoir le coup, à le soutenir. Ce n'est pas moi, a-t-il continué, en se reculant pour me regarder dans les yeux. Ses propres yeux brillaient d'une lueur humide. Le médecin a été formel. Je suis fertile, Chloé. Le problème, il doit venir de toi. Le monde s'est effondré. Il a prononcé ces mots avec une telle performance de sympathie brisée que je n'ai pas douté une seule seconde. Il m'a laissé porter ce fardeau. Il m'a regardé subir des mois d'examens supplémentaires, des procédures invasives et douloureuses, des traitements hormonaux qui ont ravagé mon corps et mon esprit.
J'étais une épave émotionnelle, et il était là, à chaque étape, me caressant les cheveux, me disant « Ce n'est pas grave, mon amour, je t'aime toi, pas la mère de mes enfants ». Chaque test de grossesse négatif était un nouveau coup de poignard dans une blessure qu'il avait lui-même ouverte et qu'il entretenait avec soin. Il me regardait pleurer, et je vois maintenant la lueur qui brillait dans ses yeux. Ce n'était pas de la sympathie. C'était du mépris. C'était le triomphe du manipulateur qui avait réussi à me convaincre que j'étais défectueuse, incomplète, la seule responsable de notre malheur. Ce mensonge n'était pas une simple dérobade. C'était un acte de torture psychologique délibéré et prolongé. Il ne m'avait pas seulement menti sur sa condition, il m'avait menti sur ma propre valeur. Il avait fait de ma plus grande vulnérabilité son arme la plus puissante, le fondement de son contrôle sur moi. Maintenant, assise dans le silence de mon bureau, cette vieille douleur ne me faisait plus pleurer. Elle alimentait le feu glacial qui brûlait en moi. Ce mensonge, le plus cruel de tous, allait devenir sa chute. Car un homme qui prétend être fertile alors qu'il ne l'est pas ne peut pas expliquer comment il a mis une femme enceinte. Et cette contradiction béante était la première pierre de mon plan de bataille, la faille dans leur forteresse de mensonges. Une guerre ne se gagne pas seule. Surtout quand l'ennemi dort dans votre lit, porte votre nom de famille et a infiltré votre propre clan. Ma première décision, après avoir créé le dossier « Projet Renaissance », fut de ne pas appeler un avocat. Un avocat aurait parlé de divorce, de séparation de biens, de procédure. J'avais besoin de stratèges, d'alliés qui comprendraient que l'enjeu n'était pas une simple séparation, mais une destruction totale de l'adversaire. J'ai appelé ma seule véritable alliée, ma meilleure amie, Isabelle. Isabelle et moi, c'était 30 ans d'amitié indéfectible, forgée sur les bancs de l'école. Elle était tout mon contraire, impulsive, cynique, bordélique, mais dotée d'une loyauté féroce et d'un instinct de prédatrice. Elle était journaliste d'investigation pour un grand hebdomadaire, un métier qui avait aiguisé son flair pour la duplicité et sa haine de l'injustice. Elle était la seule personne au monde à qui je pouvais tout dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café anonyme du 14e arrondissement, loin de nos quartiers habituels, un de ces endroits sans âme où personne ne nous reconnaîtrait. Quand elle est arrivée, elle a vu mon visage et son sourire s'est effacé. « Qu'est-ce qui se passe, Chloé ? Tu as le visage de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. » Pire, ai-je répondu d'une voix neutre, sans émotion. J'ai vu la vérité. Je lui ai tout raconté. Le virement, l'email, le complot, le mensonge sur la stérilité. Je lui ai parlé sans une larme, avec la précision clinique d'un architecte décrivant des malfaçons dans une construction. Isabelle a écouté, son café refroidissant devant elle. Son expression est passée de la surprise à l'indignation, puis à une fureur froide qui faisait écho à la mienne. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, ses doigts tapotant nerveusement sa tasse. Puis elle a dit, « Ces salauds. Ces misérables salauds. » Très bien. La Chloé que je connais voudrait comprendre, analyser, peut-être même pardonner. La femme que j'ai en face de moi veut se battre. Ai-je raison ? Je ne veux pas me battre, Isa. Je veux les anéantir. Un sourire féroce a étiré les lèvres d'Isabelle. J'aime cette nouvelle Chloé. Alors, mettons nos casquettes de stratège. Oublie la liaison, c'est d'une banalité affligeante. Nous allons les attaquer sur leurs deux piliers, les deux choses qui comptent pour eux, l'enfant et l'argent. Il nous faut des preuves irréfutables, des armes de destruction massive. C'est ainsi que notre conseil de guerre est né. Nous avons défini les rôles sur une serviette en papier. J'étais le général, le commandement suprême. Isabelle devenait ma chef du renseignement et de la communication. Sa mission, enquêter sur Julien et Manon, trouver toutes leurs failles, et préparer une campagne médiatique pour pulvériser leur réputation au moment opportun. Mais il nous manque une pièce maîtresse, ai-je dit. Quelqu'un qui connaît les règles du jeu, quelqu'un qui peut transformer nos preuves en armes légales. Le soir même, j'ai appelé Bernard. Bernard était mon ancien mentor, un architecte de renom aujourd'hui à la retraite. Un homme d'une sagesse et d'une intégrité rares, la seule figure paternelle que j'ai jamais vraiment eue. Je lui ai exposé la situation, en me concentrant sur l'aspect financier de la trahison. Il m'a écouté sans m'interrompre. « Chloé », m'a-t-il dit d'une voix grave, «
face à des chacals, il ne faut pas renvoyer un agneau. Il vous faut un loup. Un vrai. Le lendemain, grâce à son réseau, j'avais un rendez-vous. Non pas avec un avocat spécialisé en divorce, mais avec une légende du barreau de Paris, maître Hélène Valois. Une spécialiste des crimes en col blanc, de la fraude fiscale et du droit pénal des affaires. On la surnommait la Dame de Fer. Son cabinet, près de la place Vendôme, était à son image, austère, élégant et intimidant. Maître Valois, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux d'argent coupés au carré et au regard d'acier, m'a reçu dans son bureau lambrissé, qui sentait le cuir et la cire d'abeille. Je lui ai présenté les faits, les documents que j'avais déjà rassemblés. Elle a examiné l'email, les relevés bancaires. Elle n'a montré aucune émotion, aucune pitié. Elle a simplement hoché la tête de temps en temps, ses yeux perçants ne quittant jamais les miens. Madame, a-t-elle dit à la fin de mon exposé, sa voix posée et tranchante, ceci n'est pas une affaire de divorce. C'est une conspiration en vue d'une escroquerie. C'est une affaire pénale. La question n'est pas de savoir si vous allez gagner. La question est de savoir à quel point ils vont perdre. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai regardé cette femme, ce loup que Bernard m'avait envoyé. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie moins seule. Je n'étais plus une victime. J'étais une cliente. Je suis prête à raser leur monde jusqu'aux fondations, maître. Un imperceptible sourire a effleuré ses lèvres. Excellent. Alors, mettons-nous au travail. Notre plan, baptisé « Opération Forteresse », par Isabelle avec un sens du drame qui lui est propre, s'est mis en marche avec une efficacité redoutable. Il comportait 2 phases, menées simultanément dans le plus grand secret, 2 fronts sur lesquels nous allions avancer nos pions sans que l'ennemi ne se doute de rien. La première phase était la quête de la « bombe médicale ». Obtenir un dossier médical officiel était, comme l'avait dit Isabelle, presque impossible par les voies légales sans le consentement du patient. Mais le mot-clé était « presque ». Isabelle, avec ses méthodes de journaliste d'investigation, a commencé par cartographier le personnel de la clinique de Neuilly. Elle a découvert qu'une secrétaire de direction, une certaine Martine Dubois, avait été licenciée quelques mois auparavant dans des conditions litigieuses, officiellement pour une « faute grave » que l'intéressé contestait. Un contact discret fut établi. Une rencontre dans un café, une enveloppe généreuse pour compenser le préjudice subi et la promesse d'une information pour un futur article sur les « pratiques managériales douteuses » dans le secteur de la santé privée ont suffi à la faire parler. Martine nous a non seulement confirmé l'existence d'une procédure de « discrétion absolue » pour les patients VIP, mais elle nous a surtout fourni la clé, une faille dans l'ancien système d'archivage numérique de la clinique, accessible à distance avec ses anciens identifiants, qu'il n'avait jamais pris la peine de révoquer. Ils sont arrogants, ils pensent que personne n'oserait, avait-elle dit avec amertume. 2 jours plus tard, dans l'appartement d'Isabelle, la tension était palpable. Un fichier PDF s'affichait sur son écran. Le dossier médical complet de Julien Delorme. Nous avons fait défiler les pages de jargon technique, d'analyse, de chiffres. Et puis, au bas de la 2e page, le résumé du médecin-chef, clair, concis, brutal. Patient présente une azoospermie totale et irréversible, d'origine non obstructive. Stérilité confirmée. Le patient a été pleinement informé des résultats et de leur caractère définitif. Il a expressément demandé que le diagnostic exact ne soit pas communiqué à des tiers, y compris son épouse, invoquant une détresse psychologique personnelle. Noir sur blanc. Stérilité confirmée. Caractère définitif. La preuve était là, irréfutable. La cruauté de son mensonge était encore plus abyssale que je ne l'avais imaginé. Il avait utilisé le secret médical comme un bouclier pour dissimuler sa propre « faille », tout en me faisant porter le poids de la mienne, qui n'existait pas. Pendant qu'Isabelle s'occupait de la bombe médicale, j'avais activé la 2e phase, la traque financière. J'ai engagé M. Durand, le détective privé recommandé par Bernard. Un homme discret, ancien de la DGSI, qui ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à un espion. Lors de notre premier entretien, je lui avais donné des instructions claires. Je ne paie pas pour savoir s'il me trompe, monsieur Durand. Ça, je le sais déjà. Je vous paie pour suivre l'argent. Chaque centime de ces 500 000 euros.
Je veux savoir où ils sont, ce qu'ils sont devenus. Durand était un artiste. En moins d'une semaine, son premier rapport est arrivé. Il confirmait que l'argent avait été viré sur le compte d'une société écran au Luxembourg, une coquille vide au nom d'Antoine Lemaire, le meilleur ami de Julien et son conseiller financier véreux. De là, l'argent avait été saupoudré. Une partie, environ 50 000 €, finançait directement le train de vie de ma sœur Manon, le loyer de son appartement de luxe dans le Marais, la location d'une Porsche, ses sacs à main de créateur. Mon héritage, le fruit du travail de mes grands-parents, payait les frasques de la maîtresse de mon mari. La nausée me reprit, mais je la ravalai. Ce n'était pas le moment de flancher. Le gros de la somme, 450 000 €, avait pris une autre direction. Durand l'avait tracé jusqu'à une étude notariale en Provence, près d'Aix. Le rapport contenait une copie de l'acte de vente préliminaire. Je lus le nom de la propriété, domaine de la Source Claire. Un petit vignoble, quelques hectares de vieilles vignes, une bastide en pierre à rénover. Mon rêve. Le rêve que j'avais partagé avec Julien des années durant, notre projet pour « plus tard », quand on se calmera. Il me l'avait volé. Et puis, le coup de grâce. Le nom de l'acquéreur sur l'acte. Ce n'était pas Julien. C'était Madame Sylvie Dubois, née Martin. Ma mère. Le notaire qui avait supervisé la transaction était Maître Legrand, le notaire de notre famille depuis 30 ans, un ami de mon père. La conspiration était totale. Mon mari, ma sœur, ma mère, mon père, par son silence complice, et même le notaire de famille. Ils étaient tous de mèche. Ils avaient orchestré le vol de mon rêve pour le donner à ma mère. Avec ce dossier, je suis retournée voir Maître Valois. Elle a examiné les nouvelles preuves sans ciller. Bien, a-t-elle simplement dit. Nous avons l'abus de confiance, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent en bande organisée et la complicité de faux en écriture publique. C'est magnifique. Sur ces conseils, j'ai alors joué le dernier acte de ma phase de préparation. J'ai prétexté un besoin de liquidité pour un nouveau projet architectural et j'ai demandé à Julien de m'accompagner à la banque pour discuter de nos investissements communs. Dans le bureau feutré du conseiller, j'ai abordé le sujet de l'œuvre d'art de 500 000 €. J'aimerais avoir plus de détails, chérie, pour nos déclarations fiscales. C'était quel artiste déjà? La galerie a-t-elle fourni un certificat d'authenticité? Le conseiller aurait besoin de ces documents pour notre dossier. Piégé, ne pouvant se dérober devant le banquier, il a commencé à broder. Il a inventé un nom d'artiste sud-américain, une provenance prestigieuse, une histoire complexe de vente privée. Il s'est enfoncé, minute après minute, dans un marécage de mensonges, avec l'assurance de celui qui a l'habitude de ne jamais être contredit. Ce qu'il ignorait, c'est que le stylo que je tenais dans ma main, un magnifique Mont Blanc qu'il m'avait offert, était un enregistreur numérique de haute qualité. J'avais maintenant sa voix, claire et nette, mentant effrontément sur la destination de mon argent. L'arsenal était complet. La forteresse de leurs mensonges était cernée. Il ne me restait plus qu'à donner l'assaut. Les jours qui précédèrent la fête du 15e anniversaire furent les plus étranges de ma vie. Je vivais dans un état de dédoublement permanent, une sorte de schizophrénie contrôlée. À l'extérieur, j'étais Chloé, l'épouse dévouée, l'architecte brillante, l'organisatrice méticuleuse d'un événement mondain. Je souriais, je discutais des menus avec le traiteur, je confirmais les arrangements floraux avec une attention maniaque aux détails. Je jouais mon rôle à la perfection, une perfection qui semblait rassurer mes futurs bourreaux. À l'intérieur, j'étais un général en chef à la veille d'une bataille décisive. Chaque sourire était une manœuvre, chaque mot aimable une feinte. Mon esprit était un échiquier où je repassais chaque étape de mon plan, anticipant chaque réaction possible de l'ennemi. Je dormais peu, l'adrénaline et la rage froide me tenant éveillé. Maître Valois avait été clair. Jusqu'au jour J, madame, vous êtes une statue. Immobile, silencieuse, impénétrable. Ne leur donnez aucune raison de douter. Leur arrogance est notre meilleur allié. Elle avait raison. Leur arrogance était devenue palpable, presque suffocante. Convaincus que j'étais toujours la femme faible et prévisible qu'ils avaient toujours connue, ils ne prenaient même plus la peine d'être prudents. Julien me gratifiait de regards pleins d'une fausse tendresse,
qui cachait mal un triomphe impatient. Il parlait de la fête comme du « couronnement de notre amour », une phrase qui me donnait envie de vomir. Il me demandait mon avis sur son discours, un discours rempli de mensonges éhontés sur notre « parcours commun ». Manon, ma sœur, était encore pire. Elle m'appelait plusieurs fois par jour pour des futilités, sa voix pleine d'une sollicitude mielleuse. Un jour, elle m'a envoyé par message la photo d'une paire de minuscules chaussons de bébé en cachemire. « Tu ne les trouves pas adorables ? J'hésite pour la couleur. Tu crois que c'est trop tôt pour commencer à acheter ? » C'était d'une cruauté si délibérée, si gratuite, que j'ai dû poser mon téléphone pour ne pas le jeter contre un mur. J'ai respiré profondément, j'ai compté jusqu'à 10, et j'ai répondu sobrement, « Très mignon. Prends les blancs, c'est plus neutre. » Sa tentative de me torturer n'avait fait que renforcer ma détermination. Ma mère, Sylvie, m'a appelé la veille de la fête. « Chloé, ma chérie. Juste pour te rappeler l'importance de demain. Tu sais, pour l'image de la famille. Il faut que tout soit parfait. Pas de vagues, n'est-ce pas ? » Sa voix était un mélange de velours et d'acier. Elle ne me demandait pas, elle m'ordonnait de bien me tenir pendant ma propre humiliation publique. « Ne t'inquiète pas, maman, » lui ai-je répondu d'une voix douce. « Tout sera exactement comme il se doit. » Pendant ce temps, en coulisses, mon conseil de guerre finalisait les préparatifs. Maître Valois avait préparé un dossier complet pour le procureur de la République, prêt à être déposé le lundi matin suivant la fête. Il contenait les preuves du détournement de fonds, les relevés bancaires, les copies des actes notariés, et la transcription de mon enregistrement avec Julien. Un autre dossier était prêt pour l'ordre des notaires, concernant la complicité de Maître Legrand. Isabelle, de son côté, avait préparé un communiqué de presse explosif, avec des éléments de preuve choisis, prêts à être envoyés à toutes les grandes rédactions financières et people. Elle avait aussi discrètement contacté un huissier de justice pour qu'il soit présent à la fête, en tant qu'invité, afin de pouvoir dresser un constat si nécessaire. La veille de la fête, alors que Julien dormait profondément à côté de moi, son souffle régulier emplissant la chambre, je suis restée éveillée, regardant le plafond. Je ne ressentais ni peur, ni tristesse. Juste une sorte de calme étrange, le calme du centre du cyclone. Ils avaient sous-estimé la force tranquille. Ils avaient confondu ma patience avec de la faiblesse, mon silence avec de la soumission. C'était leur erreur fatale. Le jour J, j'ai choisi ma tenue avec le soin d'un soldat choisissant son armure. J'ai opté pour une robe longue, d'une coupe simple et architecturale, d'un rouge profond, presque sanguin. Une couleur que je ne portais jamais, moi qui m'habillais toujours de noir, de gris ou de beige. C'était une déclaration. Quand Isabelle m'a vue, elle a sifflé d'admiration. « La couleur du pouvoir », a-t-elle commenté. J'ai souri dans le miroir. Et aussi celle du sang, Isa. Ce soir, le leur va couler. Le ciel de Paris scintillait. À travers les immenses baies vitrées, la tour Eiffel elle-même, piquée de 1000 feux, semblait s'être parée de ses plus beaux atours pour notre anniversaire. Une centaine d'invités, le gratin de l'architecture, de l'art et de la finance parisienne, sirotaient du champagne, leur conversation se mêlant au son feutré d'un trio de jazz. L'air était électrique, chargé de faux-semblants et de sourires polis. Je me déplaçais parmi eux, un verre à la main, la parfaite hôtesse, recevant les compliments sur la soirée, sur ma robe, sur la solidité exemplaire de mon couple. Chaque compliment était une petite dague que je retirais sans ciller. Après le plat principal, un silence se fit. Julien se leva, tapotant son verre avec une cuillère. Il se tenait au centre de la salle, sous un halo de lumière, le visage rayonnant d'une confiance absolue. « Mes chers amis, chère famille. Chloé, mon amour, » commença-t-il, sa voix chaude emplissant la salle. 15 ans. 15 ans que cette femme extraordinaire a accepté de lier son destin au mien. Nous avons construit un empire, mais notre plus belle réussite, c'est notre amour, un roc inébranlable. Il marqua une pause, savourant son effet. Je le regardais, mon visage un masque de sérénité. Je bus une petite gorgée de vin. Et ce soir, continua-t-il, son sourire s'élargissant, ce roc est sur le point de devenir le fondement d'une nouvelle vie. J'aimerais que ma belle-sœur, Manon, me rejoigne. Manon s'avança, faussement timide,
vêtue d'une robe blanche qui accentuait la très légère rondeur de son ventre. Elle prit la main que Julien lui tendait. Ils se tournèrent vers moi, un tableau de bonheur factice. « Chloé, dit Julien, son ton dégoulinant d'une pitié triomphante, Manon et moi avons une nouvelle à t'annoncer. Nous allons avoir un bébé. Nous sommes une famille, maintenant. » Manon posa une main sur son ventre, son regard cherchant le mien, un ricanement à peine déguisé sur les lèvres. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Tous les regards convergèrent vers moi. J'étais le spectacle. Ils attendaient les larmes, les cris, l'effondrement. C'était le point culminant de leur pièce de théâtre. Je suis restée silencieuse. J'ai pris une lente gorgée de mon Saint-Émilion. Puis, doucement, je me suis levée. J'ai pris mon propre verre. Un toast, ai-je dit, ma voix étonnamment claire et ferme, portant dans le silence absolu. Je me suis tournée vers le reste des invités. Avant de célébrer cette nouvelle inattendue, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Une sorte de conte de fées moderne. C'est l'histoire d'une reine qui a bâti un royaume à la sueur de son front. Elle avait un roi, charmant mais faible, et une sœur, jolie mais avide. Les invités écoutaient, fascinés, ne comprenant pas encore où je voulais en venir. Julien et Manon se regardèrent, un léger froncement de sourcils trahissant leur malaise. La reine aimait son roi, et elle a tout partagé avec lui. Son palais, sa fortune, ses rêves. Mais le roi et la sœur convoitaient le royaume pour eux seuls. Ils ont comploté dans l'ombre, pensant que la reine, trop occupée à construire, ne voyait rien. Je fis une pause, balayant la salle du regard. Et le plus grand drame de ce roi, ai-je conclu en me tournant finalement vers Julien, la plus grande tragédie de son règne, c'est qu'il était stérile. Il ne pourrait jamais avoir d'héritier. Sur ces mots, je sortis une enveloppe de mon sac et la laissai tomber sur la table devant lui. Le rapport complet de la clinique de Neuilly, chérie. Celui qui confirme ton azospermie totale et irréversible. Un miracle, n'est-ce pas, cette grossesse ? Le visage de Julien se décomposa. La couleur quitta ses joues. Il était livide. Manon le regarda, puis son propre ventre, la panique déformant ses traits. Ma mère, Sylvie, se leva brusquement, tentant de reprendre le contrôle. Chloé, voyons, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je me tournai vers elle, mon sourire devenant glacial. Tu as raison, maman. Le lieu approprié pour discuter de cela sera sans doute le bureau du juge d'instruction. N'est-ce pas ? Quand tu devras expliquer ton rôle dans l'acquisition d'un certain vignoble en Provence, le domaine de la Source Claire. Je sortis une deuxième liasse de documents de mon sac. Un domaine acheté avec les 500 000 € que vous avez détournés de mon compte professionnel. Les preuves du blanchiment d'argent, de l'abus de confiance et de la complicité de ton notaire véreux sont ici. Félicitations pour ta nouvelle propriété. J'espère que tu en profiteras bien avant que la justice ne la saisisse. Si mon premier coup avait été un coup de scalpel, précis et mortel, le second fut un coup de massue. La salle, jusqu'alors suspendue dans un silence choqué, explosa en un chaos de murmures et d'exclamations. L'humiliation privée venait de se transformer en scandale public. Julien, sortant de sa stupeur, devint fou de rage. La façade du gentleman charmant se fissura pour révéler le monstre paniqué en dessous. « Salope ! Tu as tout manigancé » hurla-t-il, en se jetant par-dessus la table vers moi. Avant qu'il ne puisse m'atteindre, deux silhouettes massives, les agents de sécurité du restaurant qu'Isabelle avait prévenu, l'interceptèrent. Ils le maîtrisèrent sans effort, le traînant hors de la salle alors qu'il se débattait en proférant des menaces et des insultes. Le roi déchu était escorté hors de son propre couronnement. Ma mère, Sylvie, poussa un cri étranglé et s'effondra sur sa chaise, en sanglots. Non pas des larmes de remords, mais des larmes de rage et d'humiliation. Son plan, si soigneusement élaboré, venait de voler en éclats de la manière la plus spectaculaire qui soit. Mon père, Alain, était à côté d'elle, pétrifié, le visage gris, incapable de bouger ou de parler. Un complice silencieux jusqu'au bout. Au milieu de ce tumulte, je restais d'un calme olympien. J'ai ramassé mon sac à main, avec une lenteur délibérée. Isabelle était déjà à mes côtés, une main protectrice dans mon dos.
L'huissier qu'elle avait engagé se tenait non loin, notant tout sur son carnet. Alors que je me tournais pour partir, Manon se jeta sur moi, m'agrippant le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Son visage, autrefois triomphant, était déformé par les larmes et la terreur. « Chloé, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Pense au bébé. » Je baissai les yeux sur sa main, puis je la regardai dans les yeux. Il n'y avait plus de haine en moi. Juste un vide immense et froid. « Le bébé » répétai-je d'une voix neutre. « Tu aurais dû y penser avant. Mais ne t'inquiète pas pour lui. » Je me penchai vers son oreille, mon souffle à peine un murmure. « J'ai fait quelques recherches, tu sais. Le vrai père, c'est Ryan, n'est-ce pas? Ce jeune artiste marié avec qui tu avais une liaison l'année dernière. Isabelle a retrouvé sa femme. Je pense qu'elle sera très intéressée d'apprendre la nouvelle. Alors garde tes larmes, et appelle-le. Il mérite de savoir. » Je retirai mon bras de sa poigne. Elle me regarda, la bouche ouverte, le dernier espoir s'éteignant dans ses yeux. Elle avait tout misé sur un mensonge, et je venais de le réduire en cendres. Sans un regard en arrière, j'ai traversé la salle, fendant la foule des invités médusés. La lourde porte du salon privé se referma derrière moi, étouffant les sons de la vie que je venais d'incendier. Dans l'ascenseur qui nous descendait, Isabelle me serra la main. « Tu as été magnifique, dit-elle simplement. » Quand les portes s'ouvrirent sur le hall de la tour, j'ai pris une grande inspiration de l'air frais de la nuit parisienne. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais enfin respirer. La guerre n'était pas finie, mais la bataille décisive était gagnée. La chute spectaculaire au ciel de Paris n'était que le début. La vengeance n'est pas un acte unique, c'est un processus. Les mois qui suivirent furent une guerre d'usure, menée sur les fronts juridiques, financiers et psychologiques. Dès le lundi matin, Maître Valois a lancé l'offensive. Les plaintes ont été déposées. L'enquête a été ouverte. L'arrestation de Julien pour abus de confiance, détournement de fonds et blanchiment en bande organisée a fait la une des journaux financiers. Son nom, autrefois synonyme de succès et de charisme, était désormais associé à la fraude et au scandale. Ses partenaires l'ont lâché, ses clients se sont évaporés. Son monde s'est effondré avec une rapidité brutale. La bataille pour le domaine de la source claire fut plus âpre. Ma mère, Sylvie, conseillée par un nouvel avocat, s'est battue avec l'énergie du désespoir. Elle a plaidé le « cadeau », elle aide familiale, affirmant que j'avais consenti à l'achat. C'était sa parole contre la mienne. Mais Maître Valois était un prédateur. Elle a utilisé les preuves que nous avions rassemblées, les relevés bancaires prouvant que l'argent venait de mon héritage, les documents falsifiés par le notaire pour masquer la provenance des fonds, et surtout, l'enregistrement où Julien admettait implicitement la nature frauduleuse de la transaction. Acculée, confrontée à la menace de poursuites pénales pour complicité, ma mère a fini par céder. Le domaine m'a été restitué. Pendant ce temps, Isabelle orchestrait la guerre médiatique. Elle a distillé des informations choisies à des journalistes de confiance. L'histoire de la femme d'affaires trahie qui se venge de son mari escroc et de sa famille complice était trop belle pour être ignorée. Chaque article était un nouveau clou dans le cercueil de leur réputation. Ils étaient devenus des parias. J'ai coupé tous les ponts. Mon père a tenté de m'appeler, de plaider la cause de ma mère, de parler de « pardon ». Je l'ai écouté sans dire un mot, puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Manon m'a envoyé des lettres de menaces, puis des lettres de supplication. Je les ai jetées au feu sans les lire. Depuis sa prison, en détention préventive, Julien a essayé de jouer sa dernière carte, la manipulation. Il a tenté de m'appeler. J'ai refusé les appels. Il a envoyé son avocat avec une proposition, il plaiderait coupable pour une peine réduite si j'acceptais de faire une déclaration en sa faveur, de parler de son égarement, de sa vulnérabilité. J'ai regardé son avocat, un homme au visage las. « Dites à votre client, ai-je répondu d'une voix glaciale, que la seule déclaration que je ferai au tribunal sera pour détailler chaque jour des 2 années où il m'a laissé croire que j'étais stérile. Dites-lui que je serai là à chaque audience. Et que je souhaite qu'il obtienne la peine maximale que la loi autorise. » L'avocat a pâli. Il a compris qu'il n'y avait plus rien à négocier.
Cette période a été épuisante. Chaque procédure, chaque audience était un rappel de la trahison. Mais à chaque étape, je sentais une force nouvelle grandir en moi. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus profond, la certitude d'être à ma juste place, de reprendre le contrôle de mon histoire. J'avais passé des années à construire des bâtiments pour les autres. J'étais enfin en train de déblayer les ruines de ma propre vie pour reconstruire sur des fondations saines. Les miennes, et seulement les miennes. 1 an a passé. 1 an de bataille juridique, de silence et de reconstruction. Je ne suis plus à Paris. Ou du moins, pas tout le temps. Mon cabinet tourne, géré par des associés de confiance, mais mon cœur est ailleurs. Il est ici, en Provence, sous le soleil qui réchauffe les vieilles pierres de la bastide du domaine de la Source Claire. Mon domaine. Je l'ai récupéré, mais je ne me suis pas contenté de le posséder. Je lui redonne vie. En tant qu'architecte, je supervise personnellement la rénovation de la maison, en respectant son âme tout en y insufflant une modernité épurée. En tant que propriétaire, j'ai engagé un jeune vigneron passionné, Léo, pour m'aider à restaurer les vignes abandonnées. J'apprends les cépages, le rythme des saisons, le travail de la terre. C'est un travail dur, physique, qui ancre dans le réel. Ce soir, je suis assise sur la terrasse que j'ai dessinée, un verre de rosé pâle à la main. Le premier rosé produit sur le domaine depuis des années. Il a un goût de promesse. Isabelle est avec moi, venue passer le week-end. Nous regardons le soleil se coucher derrière les collines, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Mon téléphone vibre sur la table en pierre. C'est une alerte d'un journal économique. Le titre est laconique, Julien Delorme condamné à 7 ans de prison ferme pour fraude aggravée et abus de confiance. Il y a une photo de lui, le visage défait, sortant du tribunal. Je regarde l'image pendant un long moment. Je ne ressens rien. Pas de joie, pas de satisfaction, pas de haine. Juste le silence. Le point final d'un chapitre que j'ai déjà refermé. Je pose le téléphone, face contre table. C'est fini, alors, demande Isabelle doucement. Oui, je réponds. C'est fini. La semaine dernière, j'ai eu une visite inattendue. Mon père, Alain, s'est présenté à la grille du domaine. Il avait l'air vieilli, brisé. Il n'a pas demandé pardon. Il ne m'a pas demandé de le laisser entrer. Il m'a simplement tendu une vieille boîte à chaussures. Ta mère voulait tout jeter, m'a-t-il dit, la voix rauque. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage de te défendre à l'époque, Chloé. Mais je ne pouvais pas la laisser effacer ça aussi. À l'intérieur de la boîte, il y avait des photos de mon enfance, des dessins, mais surtout, de vieux carnets. Les carnets de jardinage de ma grand-mère maternelle, celle que j'avais à peine connue. Page après page, elle y décrivait son rêve, acheter un petit lopin de terre en Provence, y planter des vignes et des oliviers. Un rêve qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Ma mère, sa fille, avait toujours dénigré ce rêve, le qualifiant de « folie paysanne ». Et elle avait toujours été jalouse de la ressemblance que les gens me trouvaient avec cette grand-mère volontaire et indépendante. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication. Une pièce manquante du puzzle de sa cruauté. Je me lève et marche vers les vignes. La terre est sèche sous mes doigts. Je m'accroupis près d'un vieux CEP, noueux et tordu, mais d'où percent de jeunes feuilles vertes. Je saisis une mauvaise herbe, une de ces plantes tenaces qui s'accrochent et étouffent la vie. Je tire. La racine résiste, profonde. Je tire plus fort, sentant la tension dans mes bras, dans mon dos. Et enfin, elle cède, venant avec une motte de terre. Je regarde mes mains, sales, abîmées par le travail de la terre. Et je pense à eux. Ils ont cru qu'ils pouvaient me déraciner, me priver de ma sève. Ils n'avaient pas compris. Ils n'ont fait que nettoyer le terrain, m'obligeant à plonger mes propres racines plus profondément encore, dans une terre qui est enfin la mienne. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Ce n'est pas un sourire de joie exubérante. Ce n'est pas non plus le sourire froid de la vengeance. C'est quelque chose de nouveau. Le sourire d'une femme qui a survécu à l'incendie et qui a appris à faire pousser des fleurs sur les cendres. Le prix a été élevé, mais pour la première fois de ma vie, je ne suis plus un projet pour les autres. Je suis mon propre architecte.
Et mon œuvre ne fait que commencer.